Dans ma carrière, ma route a croisé un bon nombre d'enfants, beaucoup d'entre eux sont des adultes aujourd'hui, et, j'espère, des parents à leur tour, pour le plus grand nombre. Parmi ces enfants, certains m'ont particulièrement questionné sur ma pratique, et même plus. Ils m'ont amené à me questionner, sur moi-même. Pendant toutes ces années, jamais, je ne me suis trompé, quand j'ai croisé un petit zèbre. J'aime cette manière, que Jeanne Surfaquin a de nommer ses enfants précoces. Ces enfants, qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont été, et, sont encore, rejetés par notre système éducatif qui ne prend pas en compte les différences. Beaucoup sont en échec, et, certains enseignants par ignorance refusent de concevoir que ces élèves ont un haut potentiel intellectuel. Ils ont, un trésor caché, qui les consume de l'intérieur, quand, ils se sentent différents, incompris, et, exclus sans comprendre pourquoi. Or, ces enfants, ont tous une sensibilité exacerbée, ils ont une faculté de ressentir chez leurs interlocuteurs la sincérité, la méfiance, ou la duperie. Ils ne supportent pas les injustices, pour eux, mais également, pour les autres, car, ils sont capables d'une très grande compassion. La précocité est un terme qui peut être très perturbant, car, certains parents fiers de leur progéniture vont les exposer. Je pense à cette émission de télé que personnellement j'ai trouvée désastreuse, elle véhiculait une image complètement erronée de la précocité. À mon avis, la précocité est un handicap contrairement à ce que l'on peut imaginer, mais, quand on en est conscient, on peut agir pour vivre avec. C'est un handicap, car, le zèbre a le sentiment de n'être pas sur la même longueur d'onde que les personnes qui l'entourent, surtout au niveau professionnel. Il a souvent un train d'avance. Sa capacité de travail, quand il ne procrastine pas, effraie. Il a le cerveau tout le temps en ébullition. Il a du mal à s'adapter à la société car il n'admet pas les injustices. Il est hypersensible donc, il devient une véritable éponge qui absorbe toute la misère humaine. Il est souvent une proie facile pour les prédateurs et certains rapaces guettent pour profiter de son haut potentiel et de sa naïveté. Car le zèbre est une personne très naïve. Donc, il doit apprendre à se protéger, à se fabriquer une bulle pour vivre en harmonie dans une société qui lui est souvent hostile. Mais, revenons aux enfants, tout d'abord, il faut savoir qu'un enfant zèbre ne construit pas sa pensée comme un autre enfant, c'est-à-dire, une idée va en entraîner une autre, puis, une autre, et, encore une autre. Cette pensée est en arborescence. Contrairement aux autres enfants qui ont une pensée linéaire. Au niveau du raisonnement, là aussi, il y a une grande différence. Un élève, pour aller du point A au point E, il passera par le point B puis par le point C et ensuite D pour arriver à E. Un petit zèbre passera directement du point A à E mais, il ne saura pas expliquer sa démarche. Car, pour lui la solution lui vient naturellement, pourquoi alors argumenter? Un enfant zèbre est souvent clairvoyant. Il perçoit les choses mais il se pose souvent énormément de questions sur le sens de la vie, ce qui l'angoisse souvent. Car très jeune, il prend généralement conscience de l'impermanence des choses mais n'arrive pas à le formuler. Un enfant zèbre ne supporte pas les règles qu'il ne comprend pas. Souvent, par exemple, cela ne sert à rien de mettre les majuscules en début de phrase. Il a du mal à se plier aux conventions. Chez les enfants précoces, on retrouve 6 profils d'enfants différents et pour chaque enfant, l'école devrait apporter une réponse à leurs problématiques et surtout ne pas détruire leur confiance en eux qui est pour tout très fragile.
On a d'abord, pour la majorité des zèbres, des enfants qui réussissent à l'école élémentaire sans souci, sans se faire remarquer. Ils recherchent souvent l'approbation de l'enseignant. Bien souvent, ces élèves sont appréciés par le corps enseignant. Pourtant, je pense que l'école ne les prépare pas assez, et ne s'adapte pas à leurs problématiques. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi chercher les problèmes quand il n'y en a pas? Ces bons élèves, si vous les mettez dans une situation d'apprentissage qui sort du scolaire traditionnel, ils sortent de leur zone de confort et ils sont pour la plupart en difficulté pour réinvestir des compétences qu'ils maîtrisaient auparavant. Donc, il est essentiel que ces élèves ne soient pas enfermés dans un enseignement fait exclusivement de répétition de règles dans laquelle ils sont excellents mais qu'ils soient confrontés à réalisation de projets. Généralement, ces élèves sont motivés par la note, car, ils ne connaissent que ça. Or, le but de l'école, ce n'est pas d'obtenir des notes. Les notes ne servent qu'à mettre la pression sur les enfants performants et à engloutir ceux qui sont en difficulté dans les abîmes du savoir. La note, c'est le trophée d'une société qui prône l'individualisme qui est en train de nous gangrener. Donc stop. Arrêtons de mettre la pression sur le dos de nos enfants. Laissons-les grandir, s'épanouir et trouver leur voie. L'école doit devenir un tremplin à la créativité de chacun. Ces enfants zèbres ont une richesse en eux, les adultes devraient au sein de l'école, les accompagner à la découverte de leurs trésors cachés, afin qu'ils s'épanouissent pleinement. Or trop d'enfants, parmi eux, s'étiolent et perdent de leur éclat par négligence du système éducatif scolaire. La deuxième catégorie de ces enfants zèbres est justement celle qui à mon avis subit l'école, et peut garder des stigmates dus à des propos d'adultes indélicats et blessants. Car ces enfants sont souvent obstinés, ils manquent souvent de tact et sont sarcastiques. Ils sont non conformes au système scolaire, mais sont extrêmement créatifs, avec une pensée divergente. Ces enfants sont hypersensibles. Ils se protègent derrière leur carapace et paraissent arrogants mais ce n'est qu'une façade. Et ils sont au contraire l'inverse de l'image qu'ils véhiculent. Ils n'ont pas peur de corriger l'adulte car ils ont le syndrome de l'exactitude, ils ne supportent pas l'à peu près, et ils ont soif de justice pour eux mais également pour les autres. Par contre ils maîtrisent très mal leurs émotions. Or derrière ce tableau, qui semble terrible se cachent des enfants capables d'une extrême compassion. Ce sont de parfaits Robins des Bois. Ils sont en révolte permanente contre toutes les injustices de notre société. Ces enfants ont besoin d'apprendre des techniques de maîtrise de soi au travers la méditation. Il existe un très bon site pour cela et qui s'adresse aussi bien aux adultes et une partie aux enfants, le Petit Bambou. Mais ces enfants ont besoin d'écoute, et, surtout pas de confrontation, car on rentre avec eux dans un bras de fer où personne n'en sortira vainqueur. Ils ont besoin de se sentir responsabilisés que l'adulte leur fasse confiance car ils se heurtent trop souvent à cause de leur maladresse de langage à l'agressivité des adultes. Il faut se dire que ces enfants ne maîtrisent pas tous les codes de la communication malgré une aisance verbale qui trompe son monde. Ils n'ont pas les codes sociaux et manquent cruellement de confiance en eux. Ils se sont forgés une carapace pour se protéger donc ils apparaissent comme arrogants et très sûrs d'eux. Ce sont souvent très jeunes des écorchés vifs. Ils dorment très peu, ils ont le cerveau toujours en ébullition. Ils ont du mal à se concentrer et sont souvent en difficulté scolaire. Malheureusement certains enfants sont en grande souffrance, rongés par les angoisses, car ils se posent sans cesse mille et une questions sur la vie, la mort et se sentent responsables des problèmes de leurs parents et se culpabilisent énormément. Il faut surtout les rassurer. Les adultes pensent qu'en les tenant à l'écart des soucis et des tracas du quotidien, cela suffit, bien au contraire. Ils ont un sixième sens et détectent le moindre changement dans l'attitude de l'adulte même imperceptible. Et ils se font tout un cinéma,
ce qui alimente encore plus leurs angoisses. Ces enfants ont besoin d'une prise en charge psychologique, mais attention, il est important que le psychologue prenne en compte la surdouance. Quand un enfant est précoce, il est important de lui expliquer sa différence. Car il s'au fond de lui qu'il est différent et il a besoin de comprendre. Et on peut lui expliquer sans étaler et brandir des chiffres comme un trophée gagné. À l'école, il faut être très vigilant avec les enfants à haut potentiel, car, en classe, il y a de nombreux implicites qui permettent aux élèves de comprendre et d'anticiper ce qu'on leur demande de faire. Or, l'enfant zèbre ne partage pas les mêmes implicites, son mode de pensée, sa vision du monde, sa faculté d'analyse différent d'un élève classique. Donc si l'école ne s'adapte pas à lui, cet enfant risque d'être en échec et ce constat de non-réussite peut aggraver chez lui une image déjà négative qu'il a de lui-même. D'où l'importance de mettre en place une pédagogie centrée sur l'enfant, et sur le respect du rythme de chacun, de créer des parcours individualisés où chaque enfant pourra évoluer en fonction de ses réussites et surtout à son rythme. Le troisième profil d'enfant zèbre, c'est l'enfant effacé, qui refuse de reconnaître ses capacités et qui se dévalorise. Bien souvent il adopte ce comportement pour se faire accepter par les autres. Quand je reçois les parents pour leur suggérer de faire tester leur enfant, on ne me prend pas généralement pas au début très au sérieux. Et souvent j'ai eu des remarques de la part de collègues qui me disaient tu vois des surdoués partout. Ces enfants sont en grande souffrance, car ils s'effacent complètement en niant ce qu'ils sont, pour gommer cette différence qui les étouffe. Or un individu ne peut se construire de manière équilibrée en niant ce qu'il est, donc, il est important d'être très vigilant, pour ne pas laisser ses enfants s'enfermer. Cet enfant zèbre généralement a un manque d'assurance en lui et une mauvaise estime de soi, il a du mal à exprimer ses sentiments et ses frustrations. Le quatrième profil est le plus difficile, et le plus complexe, c'est l'enfant décrocheur. Il est en colère et toujours sur la défensive, souvent agressif envers lui et envers les autres. Il en veut à la terre entière et surtout à lui-même. Il est incapable de se contrôler et rentrer en confrontation avec lui renforce son agressivité. Il faut lui permettre d'avoir des espaces de décompression, quand la pression monte. Avec cet élève, l'adulte ne doit surtout pas répondre par la colère car on alimente encore plus sa propre colère. Là également, pour lui il est essentiel de mettre en place des parcours individualisés. À Villiers-le-Bel, où j'ai enseigné, au tout début de ma carrière, j'avais un collègue extraordinaire. Un de ces enseignants que l'on avait envie d'appeler encore Monsieur l'instituteur, car en lui coulait le sang de Freinet.
Il avait créé une classe d'aquariophilie afin d'apaiser un climat de violence important qui régnait au sein de l'école. À la suite de ce projet, la violence avait chuté considérablement en l'espace d'un mois. Les enfants qui avaient du mal à gérer leur agressivité pour éviter de passer à l'acte, allaient s'occuper des poissons et dans cette salle transformée en musée de la mer et des rivières. Ils retrouvaient leur calme sans intervention d'un adulte. Donc si les écoles avaient plus d'autonomie d'action et des équipes volontaires, et ça existe, il existe des projets qui permettent de travailler avec ces enfants terribles, ces enfants révoltés sans faire preuve d'un autoritarisme qui n'est pas éducatif. Or un tel projet peut très bien se monter avec la participation des parents. Car les parents sont les premiers partenaires de l'école. Ce ne sont pas que des partenaires pâtissiers uniquement bons à faire des gâteaux à mettre en vente pour alimenter les caisses des coopératives scolaires. Mais ce sont les premiers partenaires de l'école en matière d'apprentissage. Pourquoi ne pas imaginer dans les écoles ouvrir la porte aux parents volontaires pour aider les enseignants? Aux États-Unis cela se fait sans problème. On crée alors autour de l'enfant une véritable communauté éducative. L'école ne serait alors plus le fief exclusif des enseignants. Et les parents qui se sentent peu à l'aise avec l'institution scolaire, pourraient franchir les portes sans avoir peur d'être jugés ou catalogués. Enfin c'était une aparté car je m'éloigne de mon sujet. Cinquième profil de zèbre, l'élève doublement exceptionnel, il va cumuler à la fois un haut potentiel intellectuel et soit des troubles de l'apprentissage soit des troubles affectifs soit un spectre autistique ou soit un handicap physique. En fait, il n'est pas qu'au potentiel, il a une autre particularité qui le rend exceptionnel mais qui peut venir souvent compliquer la reconnaissance de la surdouance. Surtout si les troubles de l'apprentissage, par exemple, sont importants. Un petit zèbre peut être dyslexique et dysgraphique. Là aussi, il est fondamental d'adapter l'apprentissage au rythme de l'enfant et d'utiliser les outils numériques pour compenser les difficultés d'apprentissage. Pour ces enfants, il est important qu'ils ne perdent pas confiance en leur capacité de réussir, car ils se découragent très vite. Et quand ils baissent les bras, ils peuvent de refermer sur eux-mêmes, procrastiner et vivre dans leur imaginaire, et il est très difficile de rétablir la connexion et le dialogue. Et enfin le dernier profil de zèbre, c'est l'élève autonome. Il est indépendant autodidacte, il apprend généralement seul. Il a soif de tout savoir. Dans un cours magistral, il s'ennuie car il sait déjà. Donc il va souvent faire autre chose, lire un livre, pendant que l'enseignant vocifère. Il a une bonne estime de lui en général. Il est souvent en avance. Dans une classe, il suscite souvent l'admiration et la sympathie. Cependant, il est souvent très brouillon dans la présentation de son travail car pour lui c'est une perte de temps. Il ne sait pas expliquer ses démarches de résolution. Et dans un projet coopératif, il a du mal coopérer. Pas qu'il n'accepte pas d'aider les autres, c'est qu'il n'a pas les arguments pour les aider. Donc, avec cet élève on travaillera plutôt l'argumentation, car, ce zèbre a généralement validé toutes les compétences de base qu'un enfant doit avoir acquis en élémentaire.
Je veux remercier tous ces petits zèbres que j'ai croisés, car ils m'ont permis de me questionner sur ma pratique et d'évoluer, mais surtout d'ouvrir les yeux sur ma vie, et en eux je me suis reconnu. Sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui de ma réflexion pédagogique. Pourtant ils sont les grands oubliés de l'école, car curieusement ils font peur. Certains parents les retirent pour les protéger, et je les comprends, mais je suis en colère à chaque fois. Furieuse de constater que l'éducation nationale ne veut pas réellement, malgré des textes officiels, prendre en charge ces enfants. J'avais au travers du projet de mon école, une attention particulière pour ces élèves, mais là encore je me heurte à cet aveuglement pédagogique d'une hiérarchie qui ne supporte pas les initiatives d'une simple directrice zèbre, elle aussi mais zèbre à 5 pattes. Alors, le rectorat préfère que des parents désespérés finissent par ouvrir leur propre école. J'ai honte en tant qu'enseignante de ce mépris envers les parents, de cette grande hypocrisie de l'école, car derrière tout ça, il y a des enfants et des enfants en souffrance.